Une étude de l'université de Purdue a révélé que 7 victimes sur 10 d'un pervers narcissique reçoivent un message de retour dans les 90 jours suivant la rupture. Et dans plus de la moitié des cas, ce simple message suffit à relancer la spirale destructrice. Tu croyais que c'était fini. Tu pensais avoir tourné la page. Mais il revient, toujours, par surprise, comme s'il sentait exactement le moment où tu recommences à respirer. Et là, tout se brouille. Tu doutes, tu culpabilises. Tu te demandes « Pourquoi maintenant ?» Est-ce que je dois répondre? Est-ce un vrai changement ou un nouveau piège? Tu n'es pas seul. Ce que tu vis porte un nom. Ce schéma était connu, documenté, analysé. Et ce que tu vas découvrir ici va te permettre de le briser une fois pour toutes. Les chercheurs en psychologie comportementale parlent d'un trauma bonding, un lien toxique qui agit comme une drogue sur ton cerveau. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance. Et le manipulateur, lui, le sait mieux que toi. Alors si tu veux comprendre pourquoi il revient toujours au moment où tu te relèves, si tu veux devenir mentalement invulnérable et ne plus jamais tomber dans ce piège, reste avec moi jusqu'à la fin. Et si tu es, ou si tu as été dans cette situation, laisse un like pour faire entendre ta voix. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire « merci » dans les commentaires, parce que ce que tu vis mérite d'être vu et reconnu. Freud l'appelait le narcissisme pathologique. Carl Jung y voyait une ombre projetée sur les autres, un masque social derrière lequel se cache un vide profond. Sénèque écrivait déjà, il y a plus de 2000 ans, « Le pire esclavage est celui qui se cache sous les traits de l'affection ». Ce que tu vis, ce que tu ressens aujourd'hui face à ce retour du manipulateur, ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un piège ancien, une mécanique humaine aussi vieille que le pouvoir lui-même. Et pourtant, tu as l'impression d'être le seul à tomber dans ce cycle. C'est faux. Selon une étude de l'American Psychological Association, près de 60% des victimes de pervers narcissiques reprennent contact au moins une fois avec leur agresseur, et plus de 30% retombent dans la relation, souvent convaincus que cette fois, il a changé. Mais pourquoi revient-il? Et surtout, pourquoi retombe-t-on si souvent dans le piège? La réponse n'est pas unique, elle est multiple, elle est complexe et elle est dérangeante, parce qu'elle touche à ce que nous avons de plus intime, notre besoin d'amour, de validation, notre peur du vide. Il faut savoir qu'un pervers narcissique ne revient jamais par hasard. Ce retour s'inscrit dans un cycle de prédation psychologique que les neurosciences commencent à peine à cartographier. Le docteur Ramani Durvasula, spécialiste mondialement reconnu du narcissisme, l'explique ainsi. Ce sont des prédateurs émotionnels. Ils marquent leurs victimes comme des territoires et y reviennent dès qu'ils sentent une faille, un moment de solitude, une perte de confiance. Ce n'est donc pas une coïncidence si, au moment où tu commences à aller un peu mieux, à respirer de nouveau, il réapparaît. C'est un pattern, une programmation comportementale. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Angelina Jolie, Taylor Swift, Adele, toutes ont avoué avoir été piégées dans des relations toxiques avec des partenaires manipulateurs, même des figures de pouvoir. Oprah Winfrey a raconté qu'elle avait été psychologiquement soumise par un homme qui jouait avec son esprit, la ramenant toujours dans sa toile au moment où elle commençait à s'en libérer. Le pervers narcissique ne cherche pas l'amour, il cherche le contrôle. Et dès qu'il sent que ce contrôle lui échappe, il revient. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour lui, parce que ta force le menace. Jung disait « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que tu vis, ce n'est pas une malédiction, c'est une répétition, un scénario inconscient qui n'a pas encore été vu pour ce qu'il est. Et dans ce scénario, le manipulateur joue son rôle à la perfection. Il t'offre des excuses, des souvenirs, parfois même des larmes. Mais ces larmes ne sont que des outils. Une étude publiée dans The Journal of Personality Disorders révèle que les manipulateurs narcissiques utilisent consciemment la culpabilité et la nostalgie pour réactiver les circuits émotionnels de leur proie. C'est scientifique. Ton cerveau est bombardé de dopamine quand tu reçois un message inattendu de sa part. C'est presque comme une addiction, un shoot émotionnel, puis la chute. C'est là que le stoïcisme prend toute sa puissance. Parce que cette philosophie n'est pas faite pour les beaux jours, elle est là pour les tempêtes. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. »
Il ne disait pas ça pour paraître sage, il parlait d'expérience. Lui aussi, empereur pourtant, avait des manipulateurs autour de lui. Et il avait compris que ce qui nous rend faibles face à eux, ce n'est pas notre cœur. C'est notre ignorance du jeu dans lequel ils nous embarquent. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un slogan, tu as besoin de lucidité. Et cette lucidité commence ici. Le retour du pervers narcissique n'est pas une preuve d'amour. C'est une tentative de reprise de pouvoir. Et si tu sens ce trouble, ce doute, cette envie de répondre, c'est normal. Mais ce n'est pas instinctif. C'est chimique. Et c'est programmé. Le savoir, c'est déjà briser une partie du cercle. Parce que tu reprends à cet instant même le contrôle que tu pensais avoir perdu. Et ce n'est que le début. Tu as bloqué son numéro. Tu as juré que c'était fini. Tu t'es même promis en pleurant seul dans ton lit que plus jamais tu ne replongerais. Et pourtant, il suffit d'un message, une simple phrase, parfois un silence bien placé, et tout se fissure. Ce lien que tu pensais avoir tranché revient comme une corde invisible autour de ta gorge. Pourquoi? Pourquoi, malgré ta volonté, malgré ce que tu sais rationnellement, une partie de toi résiste à tourner la page? Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction profondément humaine, inscrite dans ton cerveau, programmée par ton histoire émotionnelle. Les neurosciences sont formelles. Lorsque tu vis une relation toxique prolongée, ton cerveau crée ce que les spécialistes appellent un trauma bonding, un lien traumatique. Ce phénomène, étudié depuis les années 80, se produit notamment dans les cas de violence conjugale ou de relations avec des pervers narcissiques. Ce lien est chimique. Lorsqu'un manipulateur t'alterne entre phases de tendresse et de rejet, ton cerveau libère des décharges d'adrénaline, de cortisol puis d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Résultat, tu t'attaches plus à la personne qui te fait souffrir qu'à celle qui te veut du bien. Tu es pris au piège d'un paradoxe biologique, et tu ne le savais même pas. Selon le docteur Judith Herman, psychiatre et pionnière dans l'étude des traumatismes, le cerveau d'une victime s'adapte à la violence émotionnelle comme à une drogue, créant un état de manque dès qu'elle s'éloigne de son bourreau. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à couper, c'est que chaque tentative de rupture te provoque un sevrage. Et comme tout sevrage, il est douloureux, mentalement, physiquement. Il peut générer des symptômes similaires à un deuil ou à une dépression aiguë. Tu n'es pas fou, tu es en sevrage affectif. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et ce lien invisible qui t'empêche d'avancer, c'est justement cela. Une corde tissée par ton inconscient à partir de blessures non guéries, souvent anciennes. Une blessure d'abandon, un besoin de reconnaissance, une mémoire familiale. Tu n'es pas né dans ce piège, mais quelque part, tu étais prédisposé à tomber dans ces filets, et le manipulateur l'a senti, parce qu'il ne cible pas au hasard. Il perçoit les failles. Il écoute ce que tu ne dis pas. Freud expliquait que l'on rejoue inconsciemment des scénarios d'enfance jusqu'à ce qu'on les comprenne. C'est peut-être ce que tu vis, un attachement à quelqu'un d'instable, comme une manière de chercher ce que tu n'as pas reçu plus tôt. La sécurité, l'écoute, la validation. Et ironiquement, c'est chez la personne la moins capable de te les offrir que tu les recherches. Des études menées par le docteur Patrick Carnes, expert en dépendance affective, montrent que la majorité des victimes de relations narcissiques ont un profil anxieux ou évitant, souvent construit dès l'enfance. Ce n'est pas une faute, c'est une construction. Et elle peut être déconstruite, mais pour cela il faut comprendre que le lien que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est un enchevêtrement de blessures non résolues et de chimie cérébrale. Marc Aurèle, lui, écrivait « Les choses extérieures ne touchent pas l'âme, elles ne l'atteignent que par notre jugement. » Et justement, il est temps de revisiter ce jugement. Ce lien que tu ressens, ce n'est pas un signe qu'il faut le laisser revenir. C'est un symptôme, un signal d'alerte que ton esprit t'envoie pour te pousser à aller plus loin, à guérir, à comprendre, à reprendre le pouvoir. Le chemin est difficile, mais il existe, et ceux qui l'ont emprunté témoignent tous d'une vérité étrange. Le jour où tu comprends que tu n'as jamais vraiment aimé cette personne, mais que tu avais besoin d'elle pour réparer une partie de toi, tout change. La corde se relâche, le manque diminue. Tu recommences à respirer. Mais attention, ce n'est pas instantané.
Ce lien, il reviendra, il te testera. Par des rêves, des souvenirs, des envies soudaines de reprendre contact. C'est normal. Mais maintenant, tu sais, ce n'est pas un appel de l'amour, c'est l'écho d'une illusion. Une illusion puissante, certes, mais que tu peux traverser. Et c'est précisément ce que nous allons faire, ensemble, dans la suite. Il ne revient jamais par hasard. Tu penses peut-être que c'est une coïncidence, que ce message soudain, ce « tu me manques » glissé un mois après ton silence, est un élan du cœur. Tu veux croire que quelque chose l'a touché, qu'il a enfin compris. Mais en réalité, ce retour est souvent calculé, froid, méthodique, parce que derrière son charme, le pervers narcissique fonctionne comme un prédateur. Et comme tous les prédateurs, il observe avant d'attaquer, longtemps, en silence. Le pervers narcissique, contrairement à ce que l'on pense, n'oublie jamais sa proie. Même quand il semble passer à autre chose, même quand il t'ignore ou qu'il affiche une nouvelle relation, il garde un œil, il vérifie, il évalue, et il revient exactement quand tu es le plus vulnérable ou le plus lumineux. C'est l'un ou l'autre. Il sent tes failles, ou il détecte ton pouvoir qui revient. Il sent que tu commences à guérir, à briller, sans lui. Et c'est là qu'il revient. La psychiatre américaine Sandra L. Brown, spécialisée dans les relations avec les personnalités dangereuses, explique que le pervers narcissique possède une forme de radar émotionnel affûté. Il est capable de percevoir un changement d'énergie, un signal discret, un post sur les réseaux, une modification dans ton regard, dans ta manière de parler. Tu n'as peut-être même rien dit, mais il sent que tu n'es plus aussi accro. Alors il agit, il revient, pas pour toi, pour son ego, pour reprendre ce qui, dans son esprit, lui appartient encore. Selon une étude de l'Université de Cornell, les personnes atteintes de troubles narcissiques utilisent majoritairement l'analyse comportementale non verbale pour repérer le moment optimal pour recontacter une ex-victime. C'est presque scientifique. Ils attendent, ils calculent, et surtout, ils adaptent leur discours en fonction de ce qu'ils perçoivent chez toi. S'il sent de la fragilité, il joue la victime. S'il sent de la colère, il revient en paix. S'il sent du détachement, il devient magnétique. C'est du mimétisme émotionnel. Et ça fonctionne. Carl Jung parlait de persona, ce masque que nous portons tous. Le pervers narcissique, lui, change de masque à volonté. C'est ce qui le rend insaisissable. Tu crois l'avoir compris et il change de stratégie. Tu crois avoir fermé la porte et il glisse une clé émotionnelle sous le seuil. Ce n'est pas de la magie. C'est une lecture fine, presque animale de tes faiblesses. Et il a appris cela très tôt, souvent dans des environnements familiaux où il fallait séduire, manipuler ou s'adapter pour survivre. Marc Aurèle, encore une fois, l'avait pressenti. Les hommes sont faits pour vivre en communauté, mais tous ne sont pas faits pour vivre avec toi. Et c'est là la tragédie. Le pervers narcissique t'observe comme un miroir. Il ne te voit pas pour ce que tu es. Il te voit comme un outil, un reflet de lui-même, et s'il revient, ce n'est jamais par amour, c'est parce que ce miroir s'est déplacé, parce que son reflet s'estompe, et il veut le récupérer. Tu pourrais penser que tout cela est exagéré, que personne n'est aussi calculateur. Et pourtant, le psychiatre Robert Hare, spécialiste des personnalités antisociales, le confirme, ces profils passent parfois des mois à observer une proie avant d'agir. Leur intelligence émotionnelle est froide, stratégique, et la souffrance qu'ils causent leur importe peu, tant que cela renforce leur sentiment de puissance. Et toi, dans tout ça, tu ressens cette tension sans savoir d'où elle vient. Tu ressens sa présence avant même qu'il te contacte. Tu rêves de lui, ou tu te réveilles avec une sensation étrange. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une trace, une empreinte psychique. Le stoïcien Épictète disait « Ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements, mais l'idée que tu t'en fais. Mais ici, l'idée est nourrie, construite, injectée lentement par des mois de manipulation, d'aller-retour, de conditionnement. Le retour du pervers narcissique n'est donc pas une surprise, c'est une étape prévue. Et si tu n'en prends pas conscience, tu deviens prévisible. Il te lie, il t'anticipe, et il te contourne dès que tu poses une limite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ce mécanisme, tu changes les règles. Tu n'es plus une cible inconsciente, tu deviens une présence lucide, une personne qui voit, qui comprend, qui choisit. Et cette lucidité commence maintenant. Tu commences enfin à respirer. Tu reprends goût à la vie, même un peu.
Tu ris avec sincérité, tu retrouves de l'estime, une vision plus claire de toi-même. Peut-être que tu sors, que tu reprends soin de ton corps, de tes projets, de tes rêves. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que ça arrive. Une notification, un message flou, un regard croisé par hasard, un retour, presque mystique. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi pas quand je souffrais? Quand je le suppliais de changer? Quand j'étais au plus bas? La vérité est simple et glaçante. Il revient quand tu vas mieux, parce que c'est à ce moment-là qu'il te désire à nouveau. Ce que le pervers narcissique cherche, ce n'est pas ton bonheur ni ton bien-être. C'est ton énergie. Il ne revient pas pour aimer, il revient pour absorber. Et l'énergie qu'il attire, ce n'est pas celle d'une personne détruite. C'est celle d'une personne qui redevient lumineuse, confiante, entière. Car dans cette lumière, il voit quelque chose qu'il veut s'approprier, détruire ou contrôler à nouveau. Et cette lumière, elle devient insupportable pour lui parce qu'elle témoigne d'une chose. Il n'est plus indispensable. Une étude publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology démontre que les personnes narcissiques sont activement attirées par les individus à haute estime de soi, non pas pour les aimer, mais pour les dominer. C'est paradoxal. Tu penses qu'en devenant plus fort tu vas naturellement éloigner les personnes toxiques. Mais chez le pervers narcissique, ta force agit comme un signal de chasse. Il voit dans ton autonomie une menace. Il sent que tu es en train de reconstruire un monde où il n'existe plus, et il veut y entrer de force. Carl Jung écrivait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Il faut accepter ici une vérité inconfortable. Le pervers narcissique n'est pas excité par ta souffrance, il est excité par ton retour à la vie. Et il veut t'y rejoindre, non pas pour s'en réjouir, mais pour y injecter de nouveau le chaos. Il veut être celui qui te redéconstruit. Parce que s'il parvient à te briser alors que tu allais bien, cela renforce encore plus son sentiment de pouvoir. C'est une forme de victoire invisible, mais dévastatrice. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, notait « La plus grande vengeance est de ne pas leur ressembler. Ne pas ressembler à ceux qui ne supportent pas ton ascension, ne pas céder à l'appel du confort nostalgique qu'il te propose. Car son retour souvent prend la forme d'une paix retrouvée. Il revient léger, doux, fatigué lui aussi. Il te dit qu'il a pensé à toi, qu'il a changé. Il perçoit ton éveil comme une nouvelle opportunité, pas pour reconstruire, pour reprendre possession. Et tu le sais au fond, il ne t'a pas recontacté quand tu pleurais, ni quand tu doutais. Il ne t'a pas soutenu quand tu ramassais tes morceaux. Il n'était pas là pendant ta tempête, il revient après, comme un voleur qui attend que la maison soit reconstruite pour venir y installer ses chaînes. Les neurosciences montrent que les cerveaux victimes d'abus narcissiques développent des réflexes émotionnels conditionnés. Le simple fait de revoir son nom, d'entendre sa voix, peut réactiver d'anciens circuits de dopamine et d'attachement. Et c'est précisément cette mémoire émotionnelle que le manipulateur utilise à son avantage. Il sait que le temps a passé, que tu as adouci le souvenir, que tu as peut-être idéalisé les bons moments. Il revient au bon moment, mais pas le tien, le sien. Freud avait une phrase brutale mais limpide. Nous répétons ce que nous ne réparons pas. Si tu ne guéris pas les blessures qui t'ont poussé vers lui, son retour aura un goût sucré. Il aura l'air logique, justifié, inévitable. Mais ce n'est qu'un mirage, un piège tendu dans un timing parfait, une illusion qui s'appuie sur tes progrès pour les faire s'effondrer. Ce que tu dois comprendre, c'est que son retour n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve d'alarme. Il sent que tu vas mieux, que tu pourrais ne plus jamais avoir besoin de lui. Et pour quelqu'un dont l'identité se construit sur la domination affective, c'est un signal de panique. Il revient pour se rassurer, pour voir s'il a encore ce pouvoir sur toi. Et si tu lui ouvres la porte, il ne s'arrêtera pas. Pas tant qu'il n'aura pas reprogrammé tes doutes, relancé tes peurs, fissuré ta renaissance. Mais aujourd'hui, tu sais que ce timing n'est pas un hasard. C'est une réaction à ta lumière. Et ce simple fait, cette lucidité, peut tout changer. Parce qu'au lieu de te sentir flatté, tu peux désormais te sentir libre. Libre de ne plus interpréter son retour comme un appel du cœur, mais comme un dernier acte de contrôle. Un acte que tu n'es plus obligé d'écouter. Ce n'est pas en fuyant qu'on devient libre. Ce n'est pas en bloquant, en effaçant, en brûlant les photos qu'on arrache les racines. La vraie libération ne vient pas d'un geste extérieur. Elle naît à l'intérieur, lentement, douloureusement,
puis irrémédiablement. Et c'est là que le stoïcisme entre. Pas comme une philosophie poussiéreuse, mais comme une armure mentale, comme un feu intérieur que rien ni personne ne peut éteindre. C'est cette force tranquille, radicale, que tu vas devoir incarner si tu veux sortir, pour de bon, du cycle du retour narcissique. Le stoïcisme, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est l'art de regarder en face ce qui est, de ne plus se raconter d'histoire, de ne plus négocier avec la réalité. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a gouverné un empire en décomposition, trahi par ses proches, entouré de mensonges. Et pourtant, il écrit « Personne ne peut te nuire si tu ne te nuis pas à toi-même ». La force commence là. Quand tu décides que plus personne ne pourra utiliser ton propre cœur contre toi. La science appuie cette sagesse. Des recherches en neuropsychologie, notamment celles du docteur Richard Davidson à l'université du Wisconsin, ont démontré que la pratique quotidienne d'un recul conscient sur ses émotions, comme le propose le stoïcisme, modifie physiquement la structure du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du discernement et de la résilience. En d'autres termes, plus tu pratiques la lucidité émotionnelle, plus tu deviens biologiquement imprenable. Redevenir imprenable, ce n'est pas ne plus aimer. C'est aimer sans dépendre. C'est construire une forteresse à l'intérieur où seuls ceux qui le méritent peuvent entrer. C'est identifier les signaux de manipulation avant qu'ils ne pénètrent ton esprit. C'est reconnaître le piège, même camouflé dans des fleurs. C'est voir le retour du pervers narcissique non plus comme une tentation, mais comme un test spirituel. Un miroir de ton élévation. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser ici, c'est faire un choix radical, celui de ne plus répondre. Pas dans la colère, pas dans la haine, mais dans la souveraineté. Tu n'as plus besoin de dire que c'est fini. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu ne fuis plus, tu t'élèves. Et l'élévation, contrairement à la fuite, ne laisse pas de portes entr'ouvertes. Tu n'es pas celle ou celui qui a été brisé, tu es celui qui a traversé. Et dans cette traversée, tu as gagné un trésor que peu de gens possèdent, la conscience de ta propre valeur. C'est là que tu deviens intouchable, quand tu ne quémandes plus l'amour, quand tu ne mens plus ton silence pour obtenir des miettes, quand tu ne regardes plus derrière en espérant un retour, mais devant, droit et libre. Carl Jung disait que l'individu ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la part d'ombre consciente. C'est exactement ce que tu viens de faire. Tu as mis en lumière l'ombre du retour. Tu l'as regardé sans trembler. Tu as compris. Et maintenant, tu peux transformer. Cette transformation ne sera pas immédiate, mais elle a déjà commencé. À partir de maintenant, chaque jour sans lui est une preuve de ton pouvoir. Tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin d'attendre qu'il change, parce que c'est toi qui as changé. Tu es devenu, c'est l'encre, le roc, le centre, et plus personne ne pourra faire vaciller ce que tu es devenu sans ton consentement. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la maîtrise. C'est là, exactement. Là que commence la renaissance. Avant de finir, des dizaines de vidéos sont disponibles sur la chaîne. Pour l'instant, elles sont en accès anticipé, uniquement pour les membres. En t'abonnant premium via le bouton rejoindre, tu peux y avoir accès. Mais tu peux aussi simplement t'abonner, laisser un like si la vidéo t'a aidé, et tu finiras par y avoir accès. Merci à tous pour votre visionnage.